Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas faire de nouveaux chapitres, on va pas voir une nouvelle leçon, mais nous allons marquer une petite pause. Donc pause pour vous dire merci, merci face à l'engouement que vous manifestez face à cette nouvelle série. Et puis deuxièmement, nous allons essayer en fait de répondre à certaines questions. Nous avons remarqué donc l'équipe de Teacher du Net qu'il y a plusieurs questions et il y a surtout certaines questions qui n'arrêtent pas de revenir donc au fur et à mesure qu'on avance dans les vidéos. Alors avant de poursuivre, on a jugé nécessaire de marquer une courte pause et puis on a essayé de sélectionner donc des questions qu'on recueille à travers les commentaires et puis aujourd'hui dans cette vidéo on va essayer donc comme on le peut d'apporter des éléments de réponse à ces questions-là. Bonjour. Est-ce que vous êtes en train d'expliquer Mérise là où l'UML? Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on utilise Mérise et quand est-ce qu'on utilise l'UML et aussi quel est l'avantage d'utiliser l'un par rapport à l'autre. Alors, merci, c'était ça la première question. Donc, la première question, on l'a tous entendu, concerne Mérise et UML. Donc, certainement que la personne qui pose la question de savoir si là nous sommes en train d'utiliser Mérise ou UML a quelque part déjà eu affaire à ces deux trucs-là qui sont Mérise et UML. Je vais pas rentrer donc en profondeur pour parler de Mérise ou de UML parce que en entrée de jeu, donc dans la vidéo introductive, j'avais dit que ce cours-là était destiné pour tout le monde, même des personnes qui n'avaient jamais fait d'informatique de leur vie. Donc, si on commence à rentrer, voyez-vous, dans les détails de Mérise ou ML, ça peut mêler certaines personnes, ça peut prêter donc de la confusion dans l'esprit de certaines personnes. Par contre, pour quelqu'un qui a déjà vu Mérise ou UML et puis qui voit qu'on est en train de faire de la modélisation de base de données, il y a des choses qui reviennent et il est en droit de se poser des questions. Alors, pourquoi Mérise, pourquoi UML? D'abord, avant de parler de Mérise et UML, on parle de système d'information. Donc, il y a une problématique qui est là, c'est que on veut trouver donc des méthodes, des mécanismes qui vont nous permettre de pouvoir concevoir de façon efficace des systèmes d'information. Et donc, de ce besoin-là, naissent des méthodes comme Mérise, UML et d'autres méthodes. Déjà, il faut savoir qu'un système d'information, c'est généralement ce que on va appeler, par exemple, ce que plutôt on va retrouver dans un département TI. Donc, dans un département informatique d'une entreprise, vous allez voir que il y a plusieurs affaires reliées à l'informatique. Donc, il y a la partie logicielle, il y a la partie base de données, il y a la partie réseau. Voyez-vous, il y a plein de parties, plein de blocs. Et c'est tout cela, en fait, qui va constituer ce qu'on va appeler un système d'information. Donc, il fallait trouver, voyez-vous, des méthodes pour pouvoir concevoir ces systèmes d'information-là de manière efficace, de manière efficiente. On a Mérise, on a UML qui sont des méthodes. C'est quoi la particularité de Mérise? C'est quoi la particularité de UML? Donc, Mérise, qui est méthode d'étude et de réalisation de systèmes d'information, est née dans les années 70. Donc, chronologiquement, Mérise précède UML. Et Mérise a une approche, en fait, basée sur trois cycles qu'on appelle le cycle de vie, le cycle de décision et le cycle d'abstraction. Alors, dans le cycle de vie, en fait, on parle de l'idée même de mettre en place un système d'information. Donc, dès qu'on émet l'idée et qu'on est prêt à se lancer, on commence là le cycle de vie. Et cela va se terminer quand le projet va vraiment mourir, en fait. C'est-à-dire qu'on a fini, on l'a mis en œuvre et tout. Et puis bon, voilà, c'est fini. On passe à la mort du projet pour passer à un autre projet, par exemple. Donc, Méris va avoir une étape qui est le cycle de vie. Une autre étape est le cycle de décision qui va intervenir aussi dans le cycle de vie où dans ces étapes, on va prendre des décisions. Et il y a une dernière étape qui est le cycle d'abstraction où on essaie en fait de représenter, voyez-vous,
les données, les informations qu'on a reçues, donc l'analyse qu'on peut faire tout en faisant abstraction des contraintes, voyez-vous, techniques, c'est-à-dire quel logiciel on va utiliser, quelles sont les contraintes physiques, etc. On va faire abstraction de cela et puis on va modéliser en fait notre système. Ça, c'est dans le cycle d'abstraction. Maintenant, nous autres, ce que nous on fait au niveau de la modélisation, c'est vraiment de l'abstraction, comme j'ai dit. Parce que dans un premier temps, on va recueillir les besoins du client, on va faire notre analyse et puis on va maintenant essayer de schématiser en faisant ressortir des entités, en faisant ressortir des associations qui existent et tout. Ça, c'est un niveau d'abstraction, c'est un niveau de modélisation. C'est comme ça que Meris fonctionne. UML, lui aussi, est une méthode donc, qui va permettre d'analyser et de concevoir des systèmes d'information, sauf que UML va surtout se baser en fait sur ce qu'on appelle des diagrammes. Donc, tout le long de nos modélisations ou de nos conceptions dans UML, on va utiliser des diagrammes en fait. Je ne vais pas rentrer, comme je l'ai dit, en profondeur. Pour le moment, on peut retenir ceci. Aussi, pour UML, il faut retenir une chose, c'est que UML est né dans les années 90, surtout à un moment donné où on a commencé à parler de paradigme objet. Donc, pour ceux qui font du développement orienté objet, ils ont nécessairement eu à utiliser UML parce que UML est vraiment plus adapté dans ce cas-là. Néanmoins, quelqu'un peut aisément modéliser sa base de données, soit avec Meris entièrement, soit avec UML entièrement. Mais pourquoi choisir Meris, pourquoi choisir UML, c'est pas la différence. La différence fondamentale, c'est que Meris, en fait, va considérer le système d'information dont on parle là selon deux points de vue. Alors, un point de vue statique qui concerne uniquement les données et un point de vue dynamique qui va concerner les traitements. Quand on parle de données, c'est ce qu'on essaie jusqu'à présent de montrer, par exemple, les données relatives à des médecins, à des consultations, etc. Maintenant, quand on va parler de traitement, vous allez voir qu'on va en fait essayer de matérialiser, de modéliser même au niveau de notre schéma, qu'est-ce qu'un médecin peut faire, par exemple, décrire même l'action que fait le médecin, etc. On va rentrer plus en profondeur dans ce cas-là. Donc, et très souvent, ce sont des actions qui sont dynamiques parce que j'en vais tenir compte de certaines circonstances, certaines réactions face à ces circonstances, etc. Alors, donc, Meris, lui, va séparer carrément une partie donnée, une partie traitement. Tandis que UML a plutôt une approche, si je peux dire, comme synchronisée, où ensemble, on va associer donc traitement statique, on va associer du moins la partie statique, donc donnée, et la partie dynamique concernant les traitements ensemble. Ce qui fait que vous allez voir que dans les modèles du côté de UML, quand on matérialise par exemple un objet ou une classe, pour ceux qui ne connaissent pas classe, il y a des cours que Honoré a donné dans la partie développement d'application, vous pouvez vous référer à cela. Donc quand on va parler de classe, vous allez voir qu'on ne va pas seulement parler des attributs, mais aussi on va parler des méthodes. Donc les méthodes qui sont les actions par exemple que voilà on peut effectuer au niveau des objets, etc. Donc, voici un peu la différence entre Meris et UML. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous on utilise? C'est plutôt une approche basée sur Meris. Et je dis bien une approche basée sur Meris parce qu'on n'apprend pas Meris dans son entièreté. Comme j'ai dit, Meris et UML permettent en fait de concevoir des systèmes d'information dans leur entièreté. Alors que nous, on se focus, on est vraiment concentré sur la partie modélisation de base de données. Donc, dans le fond, on a pris un bout de Meris pour faire voilà notre cours. Et pourquoi Meris? Parce que, je l'ai dit, Meris sépare en fait base de données, donc données et puis traitement. Et dans une approche où est-ce qu'on est exclusivement concentré sur les données, moi j'ai jugé nécessaire d'aller avec la méthode Meris. Donc pour répondre et pour conclure par rapport à cette première question, on utilise une approche basée sur la méthode Meris. Mais encore une fois, ce n'est pas l'entièreté de Meris qu'on est en train de voir. Voici, j'espère que j'ai répondu à votre question. La deuxième question, s'il vous plaît. Bonjour les teachers du net, merci d'abord pour ces enseignements. Mais j'aurais une question. La position des cardinalités
varie ou pas. Parce que dans certains documents, c'est différent de ce que vous avez montré. Je prends un exemple. On a une classe A et une classe B liées par une association. J'ai vu ailleurs que la cardinalité de la classe A est placée à côté de la classe B et vice-versa. Est-ce que vous pouvez éclaircir ça? Bien sûr, je peux éclaircir cela. Merci d'ailleurs pour la question. Alors oui, effectivement, quand on est dans Méris ou dans UML, la position de la cardinalité change. Donc vous allez voir que dans Méris, ce que nous on voit présentement, comme j'ai dit que nous sommes basés sur une approche Méris, c'est que la cardinalité est proche, en fait, si on parle par exemple d'une classe A qui est en association avec une classe B, quand nous parlons, nous matérialisons la cardinalité de la classe A, on va la mettre du côté de A. Et quand on est en train de matérialiser la cardinalité de B, on va la mettre du côté de B. Mais dans UML, c'est l'inverse en fait. Donc si on parle de A, la cardinalité de A va se retrouver plutôt du côté de B, la cardinalité de B va plutôt se retrouver du côté de A. Dans le fond, en bout de ligne, les définitions de cardinalité, que ce soit dans Méris et UML, sont la même chose. On les définit de la même manière. C'est juste que dans le graphique, donc dans la schématisation, les positions sont inversées. Même pour celui qui maîtrise l'un, ben, il faut juste inverser pour avoir la version de l'autre. Donc voici, oui, effectivement, les positions changent selon qu'on soit dans Méris ou UML. À présent, quelle est la différence entre MCD du Méris et diagramme de classe de UML? Alors, MCD dans Méris, c'est le modèle conceptuel de données. Donc, comme je disais, qui se situe au niveau du cycle d'abstraction, donc qui est un niveau d'abstraction. Et le diagramme de classe, c'est dans l'UML, c'est un diagramme qui nous permet de matérialiser les classes. Déjà, les concepts ici qui sont manipulés sont différents. Au niveau du modèle conceptuel des données, nous, on va faire ressortir des entités, des associations, en fait. On va faire ressortir, par exemple, des propriétés, etc. Mais au niveau de l'UML, je l'ai mentionné, c'est qu'on est plus dans une approche basée sur l'orienté objet. Donc, quand on parle de classe, par exemple, on va parler, ce sont des notions d'orienté objet. Et dans les classes, on va pas juste se limiter, par exemple, aux attributs. Dans le diagramme de classe, on va pas juste se limiter aux attributs ou aux relations, mais on va encore introduire la notion de traitement parce que j'ai dit que au niveau de UML, on ne dissocie pas donc la partie statique donnée et la partie traitement. Ce qui fait que les traitements donc dans les classes vont être directement introduits dans le schéma, donc dans le diagramme des classes. Ce qui fait que vous allez retrouver en plus donc des classes qui sont manipulées et des attributs, vous allez retrouver des méthodes qui sont en quelque sorte des traitements. Mais vous allez aussi retrouver par exemple des concepts comme privé, public, où on parle d'accesseurs, où on parle de dérivés, etc., qui sont des affaires qui ne sont pas strictement base de données, parce que là, ce sont des concepts objets, en fait, qui sont vraiment différents de ce qu'on voit dans la base de données. Donc, la différence se situe à ce niveau-là. Dans Méris, dans le modèle conceptuel de données, donc MCD, on va schématiser, c'est le premier niveau d'abstraction, donc on va définir nos entités, nos associations, et puis dans le diagramme des classes, c'est vraiment des classes avec des concepts orientés objets et tout, qu'on essaie de matérialiser à travers un diagramme. Y a-t-il un sens universel pour les cardinalités? Je les ai apprises dans l'autre sens. Mais effectivement, c'est ce que je répondais si je ne me trompe pas à la question numéro 2. Donc, quand on est dans Méris ou UML, le sens peut changer. Donc, pour cette question-là, je pense qu'on peut se référer à la réponse que j'ai déjà donnée donc, précédemment. Pourquoi passer du MCD au MLD? Quel est l'intérêt? Alors, pourquoi passer du MCD, donc modèle conceptuel de données, au modèle logique de données? Voyez-vous, au niveau de la modélisation des données, dans Méris, on se situe au niveau du cycle d'abstraction. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, on essaie en fait de quitter ce cycle d'abstraction-là pour aller vers un monde, si je peux le dire en grille, donc plus réel. Donc, on va caractériser en fait
on va définir en fait des niveaux d'abstraction et au fur et à mesure qu'on monte, voyez-vous, on va plus vers la réalité. Donc le premier niveau d'abstraction, c'est le modèle conceptuel de données où on va définir nos entités, nos associations, etc. Le deuxième niveau qui tend un peu plus vers la réalité, ça va être le modèle logique. Où là, bon, on est entre les deux, c'est-à-dire qu'on n'est pas totalement dans ce qui va être implémenté finalement, mais on est au milieu. Et à ce niveau-là, donc, on va appliquer certaines règles. Alors, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que on a décidé d'utiliser une méthode. Donc, la méthode a défini des étapes. Donc, première étape, c'est le modèle conceptuel. Ensuite, on passe au modèle logique pour aboutir à un dernier modèle qui, celui-là, va être implémenté finalement. Donc, l'intérêt, c'est tout simplement qu'on est en train de suivre une logique. Donc, l'étape suivante de notre logique, c'est de passer au modèle logique de données. Y a-t-il d'autres modèles à part le MCD et le MLD? Oui, il existe un dernier modèle. Donc, on a d'abord le modèle conceptuel de données MCD. Ensuite, on a le modèle logique de données MLD du moins. Et puis après ça, on tombe dans le modèle donc physique des données, comme j'ai dit, qui est comme le dernier niveau d'abstraction qui lui tend plus vraiment vers la réalité parce que en bout de ligne, à ce niveau-là, c'est finalement ce qui va ressortir ici, qui va être implémenté. Donc, par exemple, à travers un système de gestion de base de données relationnelles qu'on va choisir en fait. Merci beaucoup pour ce cours. Je suis étudiant en BI et je voulais savoir quelle est l'importance des bases de données dans le BI parce que nous sommes beaucoup basés sur la base de données. Merci. Ok, merci pour cette question. Donc, ça me fait plaisir d'entendre parler de BI. Pour ceux qui ne le savent pas, BI, c'est Business et Intelligence. Donc, en français, du moins, intelligence d'affaires. Donc, en même temps, je profite pour dire que l'Institut du Net prépare aussi une série de cours donc, destinés au BI, donc à l'intelligence d'affaires qui va arriver donc, dans le temps à venir. Alors, c'est quoi l'intérêt des bases de données dans la BI, donc dans le business intelligence ou de l'intelligence d'affaires? D'abord, pourquoi parler de BI? Pourquoi parler d'intelligence d'affaires? L'intelligence d'affaires, en fait, c'est une, si je peux dire ainsi, une spécialité de l'informatique qui aide à la décision. Donc, on parle d'aide à la décision. En fait, comment est-ce que les décisions sont prises? Les décisions sont prises soit sur une base d'expérience. Donc, nous sommes dans un contexte, alors par rapport à notre expérience, par rapport à notre vécu, on va prendre une décision. Là, on est dans un cadre d'entreprise, hein. Par rapport à notre vécu, par rapport à notre expérience, on va prendre une décision. Ça, c'est une possibilité. Deuxièmement, ça peut être aussi sur le feeling, en fait, le flair. Donc, un entrepreneur peut prendre une décision en tenant compte de son flair ou en tenant compte de son feeling. Ou troisièmement, sur une base beaucoup plus rationnelle, mais tout simplement, on va étudier les données, on va étudier les chiffres qu'on a, les données qu'on a, l'historique des données qu'on a, et à partir de là, on va prendre des décisions. Sauf que les données qu'on va étudier sont vraiment des données, par exemple, vraiment grandes. On va comme considérer des données de vente ou de transactions depuis, par exemple, les 3 dernières années, pour faire ressortir une tendance, et puis à partir de là, on va prendre une décision. Mais ces données-là sont bien évidemment enregistrées dans des bases de données. Mais croyez-moi pouvoir interroger des données, donc des agrégations de données de 3 ans ou plus, surtout si ce sont des données vraiment de transactions, par exemple, monétaires, etc. C'est vraiment fastidieux. Donc, on a créé une sorte d'une partie informatique qu'on a appelée BI, donc intelligence d'affaires, qui s'occupe de cela. Et tout de suite, là, on voit déjà l'intérêt parce que j'ai parlé d'interroger des données. Donc, les données sont stockées à l'origine dans les bases de données. Maintenant, on veut les interroger. Sauf que ces données étant volumineuses, donc le principe de base de données classique qu'on a devient un peu difficile dans ce contexte-là. Alors, on a migré, donc on est passé des bases de données relationnelles qu'on a vers ce qu'on appelle des entrepôts de données ou des data warehouse pour pouvoir donc faire l'intelligence d'affaires. Donc, l'intérêt des bases de données dans le BI, c'est que il y a une notion de précédence en fait, parce que à l'origine, on a des bases de données,
Et ces bases de données devenant volumineuses, on passe maintenant à des entrepôts de données qui sont tout simplement des bases de données beaucoup plus grandes, mais que souvent on va comme parler de dénormalisation, etc. Donc, l'intérêt, je peux dire ainsi que quelqu'un qui maîtrise c'est quoi une base de données, quand il se retrouve dans un contexte de BI face à un entrepôt de données, il est serein parce qu'il sait que tout simplement un entrepôt de données, c'est soit une base de données beaucoup plus grande ou le regroupement de plusieurs sources de données. Voici ce que je peux répondre par rapport à cette question. Alors, on me fait signe qu'il n'y a plus de questions. C'était la dernière question à laquelle je viens de répondre. Je vous remercie. Et puis, on aura aussi par la suite ce genre de vidéos là pour répondre du moins aux questions que vous allez poser. Alors, continuez de suivre la formation. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que, comme j'ai dit, dans le futur, on va aussi sélectionner les questions et puis on va essayer d'y répondre. Merci et j'espère que vous avez apprécié et à bientôt pour la suite.